Les serveurs Action sont la feature qui fait exploser Twitter, mais je peux t'assurer que bien utilisés, les serveurs Action peuvent changer ta vie de développeur. Ça fait bientôt 4 mois que je les ai intégrés sur ma plateforme de formation. Toutes mes applications que je crée depuis utilisent uniquement les serveurs Action. J'ai pris la logique d'API RESTful et je l'ai mis à la poubelle pour tout remplacer avec ces serveurs Action et c'est d'une puissance incroyable. Dans cette vidéo, je te propose de te faire un guide complet, tranquille. On va se poser, on va comprendre ces serveurs Action de A à Z afin de m'assurer que tu puisses intégrer les serveurs Action dans ton application. Avant de commencer, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de venir exploser le bouton like et s'abonner, ainsi que mettre un commentaire pour me dire à quel point tu es hype de voir les serveurs Action. Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment fonctionnent les serveurs Action avec mes fameux graphiques et comment on peut les utiliser dans ton application. Ensuite, on va les implémenter dans une application que je te montre tout de suite. Ce que je te propose de faire, c'est une petite application où on va pouvoir delete, ajouter et supprimer les to-do comme ceci. Et on va le faire entièrement avec les serveurs Action pour que tu le comprennes. En troisième, on va voir comment on peut hacker les serveurs Action et comprendre vraiment comment ça fonctionne. C'est déjà pas mal. On commence tout de suite avec la compréhension des serveurs Action. On va retourner sur ce fameux schéma avec les serveurs components. Le concept des serveurs components, c'est qu'on va pouvoir query des data, par exemple en récupérant la liste des to-do qu'on va faire juste après. Et une fois qu'on a query ces data, on va pouvoir les rendre. On va faire le render du HTML de notre application. Puis on va pouvoir envoyer ce fichier HTML, tchac, à notre client. Donc là, c'est vraiment la partie serveur que tu vois juste ici. Et là, c'est vraiment la partie client, donc ce que le client va recevoir. Ensuite, on va télécharger le JS et on va hydrater ce qui a hydraté. Maintenant, les serveurs Action, elles ne servent à rien. Jusqu'au moment où notre user, il fasse une action. C'est d'ailleurs d'où vient le nom serveur Action. C'est qu'on va vouloir faire une action côté serveur. Et donc, quand l'utilisateur il clique sur un bouton, on va venir appeler une fonction, comme tu le fais de base en JavaScript, mais cette fonction, au lieu de s'exécuter côté client, elle va s'exécuter sur l'environnement serveur. Donc, on va venir remonter côté serveur. Et une fois qu'on aura effectué cette action, on va redescendre dans notre client en envoyant la réponse de cette action à notre client, où on va pouvoir afficher un feedback comme quoi l'action s'est bien effectuée, etc. La comparaison qu'il faut bien avoir, c'est qu'avant, pour faire ça, on devait faire des API routes en créant un fichier dans app/api/quelque chose/route.ts. Dans ce fichier, on allait devoir écrire la route en gérant le get, le post, le delete, en gérant le request.body, bref, toutes ces syntaxes-là. Et ensuite, on devait utiliser une librairie comme UseSWR, React Query, etc. pour venir appeler notre route depuis notre front-end avec l'API fetch. Depuis les serveurs Action, en fait, on fait toujours la même chose. Juste qu'au lieu d'utiliser des API routes et ce qu'on appelle le REST, on va utiliser les serveurs Action et ce qu'on appelle les serveurs Action. Donc, on va en fait utiliser React en venant créer une fonction qui utilise useServer et ensuite, on va pouvoir appeler cette fonction depuis n'importe où, autant depuis le serveur que depuis le client. Et on va tout de suite comprendre les différentes méthodes qui existent. Pour créer des serveurs Action, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est dans des serveurs components et le deuxième moyen, c'est dans un fichier séparé pour des client components. Dans les serveurs components, en fait, dans n'importe quel composant React, et si tu n'as pas compris les serveurs components, je t'invite à regarder ma vidéo tutoriel complet sur les serveurs components. Dans ceci, on va déclarer une fonction. Pour qu'une fonction soit considérée comme une serveur Action, il faut qu'elle soit asynchrone et il faut qu'elle commence par useServer, dans le cas de cette déclaration. Ensuite, on va pouvoir utiliser cette fonction dans les events formAction ou dans les events action. Ne t'en fais pas. Si tu comprends pas tout ce que je dis ici, t'as pas besoin de tout comprendre. Le but, c'est de le présenter et après, on va le mettre en pratique pas à pas ensemble pour notre fameuse to-do app. Et donc, on va aussi pouvoir utiliser nos serveurs Action dans la propre Action. Tu vois que ici, j'avais créé une fonction séparée. C'est une méthode, mais tu peux aussi directement créer une fonction, comme je le fais ici, avec la propre Action et pouvoir directement utiliser
ta server action dans le cadre d'une server action comme on peut le voir juste ici. Attention quand même, c'est qu'ici, avec la props action, l'avantage, c'est qu'on va avoir comme props un form data. Form data va nous permettre notamment ici de récupérer le title. Tu vois qu'ici, il y a le title et je vais pouvoir le récupérer à cet endroit. Et on va aussi pouvoir faire des actions du style un bouton, un clic, en utilisant la props form action. Attention, la props form action doit toujours être wrappée dans un formulaire, mais on va tester ça tout de suite. Ensuite, on peut aussi séparer le fichier en créant un autre fichier qui va s'appeler action.ts ou n'importe quoi, et on va pouvoir faire une fonction qui a toujours la particularité d'être asynchrone, comme on peut le voir juste ici, et d'avoir useServer, comme on peut le voir juste ici. Quand on a ces deux paramètres, ceci est donc une server action, et on va pouvoir l'utiliser encore une fois dans la props form action ou dans la props action de notre formulaire. Maintenant, il y a un deuxième moyen de gérer tout ça, c'est dans un fichier séparé, en séparant le fichier comme on l'a fait juste avant que je t'ai expliqué, et on va aussi pouvoir importer cette action dans un client component, et donc là on va être côté client, et on va pouvoir effectuer cette action, appeler cette action depuis n'importe où sans avoir besoin d'un formulaire comme je l'expliquais avant, en faisant juste await action. On peut aussi dans les client components utiliser la props form action dans le cas où on wrap évidemment notre bouton dans un formulaire. Si tu as envie de retrouver tous ces schémas, dans la description, tu trouveras un cours gratuit sur les server action, etc. Mais tu trouveras aussi l'accès à ce schéma-là et d'autres schémas, donc n'hésite pas à en profiter. Maintenant qu'on a fait ça, on va tout de suite tester et comprendre comment ça marche. Donc là, tu vois que j'ai mon application Server Action. On va aller dans le live que j'ai déjà un peu préparé juste ici. Dans ce live, on peut voir que j'ai déjà récupéré les données. En sachant que là, on est dans un Server Component, donc je vais pouvoir appeler Prisma comme je le fais juste ici, afin de récupérer tous les items. Donc les items, ça peut être des to-do, ça peut être des users, ça peut être tout ce que tu veux. Je récupère ces items et ici tu vois que je les rends avec ici un items.map et ici j'affiche mes différents items. La première étape pour comprendre les server actions, c'est qu'on va créer un formulaire qui va avoir un input name ici, name, placeholder. Ici, on peut mettre name. Est-ce que j'ai un composant input qui est joli? Oui, j'ai des composants input qui sont jolis, on va les utiliser. Donc là, tu vois qu'il y a le input qui s'est mis juste là. Et je vais ajouter un bouton ici, avec encore une fois le bouton type submit, comme ceci. Et là, je vais lui mettre flex gap 2 comme ceci. Au moins, tu vois que c'est joli. Évidemment, il va falloir afficher submit à l'intérieur. Et donc là, on a bien notre input et le bouton submit. Maintenant, pour venir ajouter un item, je vais pouvoir ici créer add item action. Cette fonction, elle va prendre un form data en paramètre que tu peux typer avec form data qui existe nativement en JavaScript. Maintenant, dans cette form action, on l'a vu, pour que ce soit une form action, il faut ajouter useServer ici, mais il faut aussi que cette fonction, elle soit asynchrone. Et avec ces deux paramètres, on est en train de dire à React que ceci est une server action. Maintenant, avec notre add item action, on va tester que ça fonctionne en faisant ici console.log add item action. Évidemment, pour l'instant, je ne l'utilise pas, donc il va falloir l'utiliser en allant ici dans form, je vais passer la props action et je vais passer add item action. Une fois que j'ai fait ça, on va tester. Je vais écrire ici n'importe quoi, submit. Et là, tu vois que dans le terminal, d'ailleurs, je vais ajouter cette page ici directement à ma page comme ceci. Au moins, ce sera plus simple pour toi de t'y retrouver et je vais pas te foutre la gerbe à force de faire aller-retour. Donc, ici, on voit que quand j'écris test et que je submit, on a ici add item action. Cette log que tu vois ici, il faut prendre note qu'elle ne se produit pas dans le terminal du client. Cette log, elle est bien effectuée côté serveur. Et la preuve, c'est que il faut bien comprendre que tout ce qui est dans ce terminal est côté serveur et que tout ce qui est dans ce terminal juste ici est côté client. Et donc là, on est bien en train de faire une action côté serveur. Je vais pouvoir récupérer le name en faisant ici const name est égal à formdata.get de name as string. Et maintenant, si je log le name dans add item action, je vais pouvoir submit et on voit bien que name est à test. Et donc, ça prouve que notre name a directement été récupéré de notre form data qu'on voit juste ici.
Et maintenant, je vais pouvoir utiliser Prisma pour faire await prisma.item.create data name, comme ceci. Et là, je vais pouvoir revalidate le path de mon path actuel. Du coup, tu vois que c'est demo/sourceActionLive. Et ben, je viens revalidate le path afin de produire un refresh. Et donc, maintenant, si je refresh et que j'affiche ici Melvin et que je submit, tu vois qu'il y a ma to-do qui a été rajoutée. Et quand je refresh, ma to-do, elle reste là. Si je l'affiche dans mon autre navigateur ici, tu vois que c'est ici. Ça veut dire que c'est pas en local storage, ça veut bien dire que c'est sauvegardé. Et donc là, on a créé notre première server action de manière séparée comme ceci. Maintenant, on va pouvoir faire un petit truc, c'est qu'imagine-toi que cette action, elle dure longtemps. C'est-à-dire que ici, je vais faire un await new promise de 1 seconde ou même de 3 secondes. Et là, tu vas voir que quand je submit, ça prend un peu de temps. Tu vois que là, j'attends et ça s'affiche enfin. On va pouvoir créer un bouton un peu spécial, ici Submit Button, qui dans le cas où c'est en train de charger, pending, on vient disable le bouton pour donner un feedback à l'utilisateur. Et donc, si j'utilise ce Submit Button qui utilise useFormStatus et useClient, comme tu peux le voir ici, parce que useFormStatus est un hook. Et donc, pour ajouter un peu d'interactivité, on va créer un bouton Submit Button, et tu peux voir juste ici. Je vais utiliser le useClient, donc ça va être un client component. Un client component va me permettre d'utiliser le hook useFormStatus qui est importé de React DOM. Si chez toi cet import ne fonctionne pas, tu peux utiliser expérimental useFormStatus, mais si tu mets tout à jour dans les dernières versions, tu verras qu'il est disponible comme ceci. Je vais pouvoir utiliser useFormStatus ici et récupérer la valeur de pending. Et si c'est pending, je vais pouvoir disable le bouton. Ce qui va me permettre ici dans Submit Button de remplacer ça par Submit Button comme ceci. Et avec ce Submit Button, eh ben, je vais pouvoir ici faire en sorte que maintenant quand j'écris test, tu vois que le bouton il est grisé jusqu'à que ce soit Submit, ce qui permet d'ajouter un petit peu d'interactivité, de trucs jolis. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a vu la première manière de faire des server action, on va voir la deuxième. Tu vois qu'ici dans mon item, j'ai envie de venir rajouter ici un petit bouton qui permette en fonction de item.done d'afficher un checkmark ou une croix. Donc si c'est done, eh ben, je vais afficher une checkmark et si c'est pas done, je vais afficher une croix. Et moi j'ai envie de faire une form action, c'est-à-dire que quand je clique là-dessus, il se passe un truc, il se passe une action. Donc là, on va lui rajouter quelques class names comme over, bg, accent, rounded comme ceci. En moins, on a un petit style et puis on va faire paddingx de 2, comme ça c'est joli. Et là, quand je clique dessus, j'ai envie de faire une action. On a vu les form action, donc là on va utiliser form action comme ceci. On va pouvoir créer une fonction asynchrone qui vient utiliser use server et là faire console.log action. Donc là, quand je fais ça et que je clique là, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il faut à tout prix wrapper nos form action dans un formulaire. Donc à la place d'une div ici, on va mettre un formulaire. Comme tu peux le voir ici, on ferme le formulaire. Et maintenant, dès que je fais ça, quand je clique là-dessus, tu vois qu'il y a action. Il y a un truc un peu sympa, c'est que vu que cette action est déclarée dans mon if que tu vois juste ici, dans ma boucle, je vais pouvoir récupérer directement item.id. Et donc là, tu vois que quand je clique, on récupère le item.id qui est dans le contexte. Donc il n'y a même pas besoin de bind, etc. Ça marche comme ceci. Et maintenant que j'ai ce item.id, eh ben, je vais pouvoir faire await de prisma.item.update. Et là, je vais venir inverser le item.done de mon item et je vais finalement revalidate le path comme ceci. Et donc là, quand je clique, tu vois que ça vient check et uncheck mes différents éléments. Et tu vois que quand c'est done, je viens mettre une line through comme ceci et tu vois que ça fonctionne bien. Et c'est encore une fois assez interactif. On pourrait encore une fois utiliser useFormAction pour venir afficher un state de loading qu'on va pas faire ici, mais ce serait totalement possible. Et donc tu vois à quel point c'est rapide. À noter que dans des cas réels, ici il faudrait vérifier que l'utilisateur a le droit de faire cette action. Et en général, il faut toujours vérifier que l'utilisateur a le droit de faire une action. Finalement, on va ajouter un bouton delete. Et donc là, tu vois que je suis dans mon form action. Je vais pouvoir rajouter ici un bouton avec l'emoji poubelle en faisant ici emoji trash de la même manière. Et là, dans le form action, je vais pouvoir delete l'item qui a cet ID et refresh.
Et donc là, tu vois que j'ai le bouton Delete. Et encore une fois, quand je clique sur Delete, ça vient correctement delete mon item, comme tu peux le voir juste ici. Maintenant, il y a un truc à comprendre. Si ici, j'enlève évidemment ceci, et qu'il y aurait un truc bien, ce serait de réussir à faire en sorte de vider l'input, mais c'est plein de choses que tu peux pas faire. Et bien justement, tu as peut-être envie d'ajouter un peu plus d'interactivité. Tu as peut-être envie de faire que tout soit plus simple, que tout soit plus client-side, que tout soit plus interactif. Et donc pour faire ça, c'est possible. On va tout de suite utiliser la deuxième méthode qu'on avait vue ensemble. Donc là, on vient de faire tout ce qui est Server Components, on va faire le fichier séparé. On va le faire uniquement pour le formulaire parce que après le concept est un peu le même. On va créer ici un nouveau fichier qui va s'appeler itemform.tsx et dans cet itemform, je vais créer un composant qui va s'appeler itemform comme ceci. Lui, il va être en use client et je vais pouvoir ici copier ce que j'ai fait juste là et le mettre directement dans mon itemform. Je vais dézoomer un peu parce que sinon ça va devenir illisible. Là, je vais pouvoir utiliser exactement le même submit button et ici, je vais pouvoir utiliser le même input comme ceci. Et là, dans mon action, je vais pouvoir créer une fonction asynchrone qui vient ici faire des choses. Et là, je vais pouvoir créer un nouveau fichier qui va s'appeler item.action.ts, un truc comme ça. Là, je vais commencer mon fichier par useServer pour dire que tout ce qui est dans ce fichier doit être exécuté côté serveur. Et maintenant, dans ma page, je vais prendre cette fonction que j'avais fait là et je vais la déplacer dans mon itemForm, comme ceci. On va importer ce qui manque avec mon petit raccourci. Et une fois qu'on a fait ça, dans mon hideItemAction, je vais pouvoir l'exporter et enlever le useServer du début de ligne. Dans mon itemForm que je viens de créer, je vais pouvoir await hideItemAction, comme ceci. Et là, le revalidate_path, il va plus marcher parce que le revalidate_path, si je me trompe pas, peut-être qu'il va marcher. On va le laisser, on va tester. Et donc là, mon addItemAction, il attend un formAction. Donc évidemment, je peux prendre le formAction que j'ai pris en paramètre et l'afficher à l'intérieur comme ceci. Et maintenant, si j'utilise itemForm dans ma page, en faisant ici itemForm, je vais pouvoir utiliser mon formulaire comme ceci. Tu vois que là, quand j'écris et que je submit, ça fonctionne toujours. Il y a tout qui fonctionne exactement comme avant. Donc là, je peux rajouter Melvin et venir submit. Maintenant, mon itemForm, il a d'autres avantages et on va tout de suite les utiliser. Je vais utiliser ici un const onSubmit parce que vu que je suis dans un client component, je vais pouvoir faire des actions qui sont normales. Donc là, je vais faire onSubmit est égal à onSubmit. Je vais supprimer cette action que j'ai fait là. Et là, je vais récupérer. Du coup, je vais typer ce onSubmit en prenant le type qui est juste ici, form_event_handler de HTML form_elements. Et donc là, je vais récupérer le form comme ceci. Et une fois que j'ai mon formulaire, ici, je vais pouvoir faire formData est égal à new formData de form.currentTarget. On va fermer ça pour que ce soit plus lisible. Et là, je vais pouvoir faire add item action de formData. FormData, c'est tout. FormData comme ceci. En faisant await, et là, je peux passer ça en asynchrone. Donc là, maintenant, tu vois que quand j'écris affaire, submit, ça fait bien affaire, et ça vient revalidate la page. Le mieux ici, c'est à la place de ce revalidate path, on va utiliser useRouter. On va enlever ce revalidate path ici, et faire ici router.refresh. Au moins, on gère tout client-side. Et là, quand je gère test, on voit que ça fonctionne toujours. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'ici, j'ai oublié de faire form. Ici, d'ailleurs, c'est pas form, c'est events. Events.preventDefault, comme ceci. Et donc là, quand j'écris test, on voit que ça vient bien update mon histoire et que ça refresh pas ma page. Donc ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, ici, vu que j'ai le formulaire, le current target, que je peux récupérer juste ici, je vais pouvoir faire const form est égal à form.currentTarget, remplacer ça ici avec form, et là, je vais pouvoir faire form.reset, par exemple. Et donc, en faisant form.reset, maintenant, ça vide mon champ texte. Et je pourrais même faire form.focus pour venir faire en sorte que quand j'écris 1, ça me focus automatiquement. Et donc, je peux enchaîner l'ajout de to-do comme je suis en train de le faire ici. Et donc ça, c'est un des moyens pour pouvoir gérer un peu plus d'interactivité. Encore plus cool, toast est égal à useToast comme ceci. Et là, dans mon addItemFormAction, je peux faire, s'il n'y a pas de name,
et bah je peux return un truc qui dit error name is required, et dans le cas où tout se passe bien, bah, je return message item added successfully. Et donc là je vais pouvoir récupérer le résultat et faire if result.error, je vais afficher toast.toast de result.error comme ceci. Et donc évidemment c'est pas ça qu'il attend, lui il attend un title comme ceci afin d'afficher l'erreur. Donc maintenant si j'ai cette submit, un truc qui est vide, évidemment ici il faut que je return et que j'ai cette submit, et ben on peut voir que j'ai bien une erreur name is required, et cette erreur elle vient directement de ma server action juste ici. Et quand ici on peut dire qu'est-ce qui se passe quand tout se passe bien, et ben je peux aussi afficher un toast.toast de title item added, ou directement je vais pouvoir récupérer result.message comme ceci, et puis en moins là je peux fermer ce truc, et quand je submit ça me fait item successfully added, et je peux évidemment le dismiss comme ceci. Et donc là on vient gérer du coup un cas d'erreur directement dans nos client components comme je le fais juste ici. On va créer un autre fichier qui va s'appeler item.tsx, et on va faire la même chose en prenant notre item qu'on avait fait juste ici, tchouk 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 tchouk, en le prenant et en le mettant juste ici, en faisant un component item, et en venant retourner ici tout ce qui vient de item. Évidemment, on va faire en sorte que celui-ci soit un use client, et dans les props, on peut dire qu'on attend un item qui a un ID qui est de type string, qui a un name et un down. Ensuite ici, je déstructure ma props avec item et j'importe les différents trucs qui me manquent. Si je fais ça et que j'utilise maintenant dans ma page mon item, donc là on va supprimer tout ça et on va utiliser item comme ceci, avec key item, on va avoir une erreur parce qu'on ne peut pas utiliser useServer dans des client components. Ça ne marche pas. Il faut tout séparer dans un autre fichier. Et c'est pour ça qu'on a l'action. Ici, je vais pouvoir créer un export const delete item action, et cette fonction, elle va prendre un item ID qui est de type string. Et ensuite ici, je vais pouvoir supprimer les set items. Et là, je vais pouvoir faire export const toggle item action et passer item ID ici et pouvoir faire cette action, et c'est pas completed mais c'est done ici, merci Copilot, et en moins ici je viens gérer le toggle item action. Ici on va juste faire un truc, on va faire delete many. Tu vas voir pourquoi, imagine-toi que tu fais delete many. On verra ça après, c'est pas une bonne pratique, je le conseille pas, mais tu verras pourquoi juste après, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et encore une fois, petite moment promo, dans les cours gratuits que tu as dans la description, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette plateforme, qui est une plateforme de formation du style Udemy, qui va tout gérer comme ça avec toutes les dernières features de Next.js, comme tu peux le voir juste ici. Ça, c'est une des dernières features de Next.js avec un admin. Tout ça, ça utilise les server action. Ici, ça utilise même les streaming components. Là, tu peux voir qu'il y a notre cours qui est juste ici. On va pouvoir edit les leçons. On va pouvoir les drag and drop, comme je suis en train de le faire là, créer des leçons. Bref, il y a vraiment beaucoup de features et tout ça, on va le créer dans le cours qui est dans la description. Donc, n'hésite pas à en profiter. Maintenant, on retourne à nos agneaux et on vient comprendre un petit peu cette histoire de server action. Donc là, dans form action, je vais supprimer tout ça, évidemment, et je vais appeler await de update ou de toggle item action et passer en paramètre item.id. Et là, je vais faire await de delete item action et passer en paramètre l'item.id. Dès que je fais ça, eh ben, on peut voir que quand je supprime, ça marche, mais ça refresh pas. Évidemment, il va falloir qu'on utilise le hook useRouter comme je le fais juste là pour venir récupérer notre histoire. Là, je vais juste prendre le résultat pour faire if result.error, et bah encore une fois on va utiliser notre toast, const toast est égal à useToast pour faire ici un petit toast.toast en venant passer ici title result.error et en faisant un return, et si tout se passe bien, et ben on va faire un router.refresh comme ceci. Et ici, de toute façon, lui, il peut pas faire d'erreur vu qu'il n'y a pas de message d'erreur, donc on va juste appeler router.refresh après avoir l'appelé. Donc là, quand je delete, tu vois que ça fonctionne bien. On peut do delete et on peut encore une fois check, uncheck comme on l'a fait jusqu'ici.
Maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo pour comprendre le problème des serveurs action et ce qu'il faut faire très attention. On va passer dans nos serveurs action en mode full screen et on va rajouter plusieurs serveurs action. Donc là, j'en rajoute plein comme ceci. Pardon. Alors, j'ai ajouté plein d'items et on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on delete. Je vais clear tout ça et là, on va cliquer sur delete. Et quand on delete, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se font, notamment l'appel de server action live ici, en passant le paramètre nameTest. Ce qui fait, c'est une méthode post. Dans le payload, on voit qu'on passe ici en query string nameTest. Donc ça, c'était le nom de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi il y a nameTest. De toute évidence, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, il y a surtout ce request payload. Ah, il y a nameTest parce que c'est ce qui est dans l'URL. Ok. Dans le request payload, il y a l'ID qu'on essaie de supprimer. Et tu vois que c'est une simple request HTTP. Dans header, il y a quelques données qui nous intéressent. Notamment une, en fait, il n'y a qu'une seule donnée qui nous intéresse, c'est ici Next Action et on vient lui passer un identifiant. Et quand on est en train de lier toutes ces informations ensemble, on se rend compte qu'on peut faire un truc assez sympa. Je vais ouvrir HTTPI, on va venir coller ce qui est écrit juste ici dans la request du post. Ok? On va venir mettre ça dans la request du post et ici dans Next Action, il y a plusieurs paramètres qu'il va falloir ajouter. La première, c'est le Next Action ID. Donc, on peut le trouver juste ici. On prend le Next Action ID et on le copie. Le deuxième qu'il faut mettre, c'est le Content Type avec char7 UTF-8. Et ici, on pourrait mettre un cookie ou autre chose. Bref, on va juste mettre ce Content Type qui est important. Et là, dans le body, on va pouvoir envoyer ce qu'on veut. Si on regarde ce qu'on envoie ici et qu'on regarde la source, eh ben, on voit qu'on envoie un tableau avec ici des informations. Et sous format JSON. Si on regarde l'action, on peut voir qu'on prend un item ID. Et tu peux voir que, en fait, on va passer des paramètres via les tableaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un test ici. On va rien faire dans le delete item, on va return. Et ici, moi, je vais prendre tous les paramètres. Params. Et je vais juste faire console.log params. Normalement, ça devrait fonctionner. Au pire, je peux commenter cette histoire. Et on va console.log les paramètres. Et donc là, si je prends un tableau dans mon HTTPI et que je mets un ici en deuxième paramètre, je mets name qui est égal à 600 machin truc, etc. Et que je fais send, on peut voir que j'ai reçu une 200 et que dans la console log, params, ça représente un tableau qui contient les différentes données que j'ai envoyées. Maintenant, on va remettre le user ID, string, et on va console.log le user ID comme ceci. Et donc là, si je submit ça, on peut voir que le user ID est égal à 1, parce que c'est le premier paramètre. Mais si à la place du user ID, j'écris par exemple not 1, comme ceci, en mettant des strings pour que ce soit un JSON, et que je send, et bien maintenant le user ID c'est not 1. Et qu'est-ce qui se passe si je prends ce user ID et je l'utilise ici, c'est item ID, pour le passer dans mon delete mini? Et bien là, tu peux voir qu'il y a plein de to-do, ok. Maintenant, je vais appeler ma méthode et je vais send comme je le fais juste ici. Et évidemment, il ne faut pas que j'envoie un number, mais il faut que j'envoie une string. Donc, on va changer ça. Là, je send et là, j'ai une 200. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens de hacker mon propre système et je viens de ne pas respecter le type qui est ici. Et j'ai réussi à envoyer l'intégralité des données, comme tu peux le voir juste ici. Et donc, j'ai cassé mon histoire. Et ça, si je te le montre, c'est parce que il faut toujours vérifier le type des données qu'on reçoit. Ici, je vais faire if item ID typeof n'est pas égal à une string. Et dans ce cas-là, je vais throw une erreur comme quoi item must be a string. Et maintenant, si j'essaye, on peut voir que cette fois, j'ai une erreur. J'ai une 500, j'ai une serveur error. Il y a pas mal de problèmes avec ces serveurs action que j'adresse dans une autre vidéo que j'ai fait sur les next safe action que je t'invite à regarder très vite. Et je t'invite encore une fois à faire le cours que j'ai où on va créer une application entière en Next.js 13 avec toutes les meilleures pratiques, les méthodes ultimes pour faire des formulaires, etc. Donc c'est vraiment du lourd. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle t'a pas mal aidé pour comprendre les serveurs action. Je t'ai vraiment tout donné sans que la vidéo dure des plombes. Donc j'espère que tu apprécies. Si tu apprécies, n'hésite pas encore une fois à exploser le bouton like, à mettre ton meilleur commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou directement dans les cours. À très bientôt. Ciao, ciao. Et puis si tu as envie de maîtriser Next.js 13, tu peux regarder la vidéo qui est juste ici. Clique, 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 clique.